Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de faire un nouvel entretien en préparation des élections européennes. Un nouvel entretien avec une personnalité qui sera sur notre liste, je le dis tout de suite, qui est Monsieur Patrice Magneron. Bonjour Patrice Magneron. Merci à vous. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu qui vous êtes. Je vous ai connu en fait par l'intermédiaire d'un colloque où vous m'aviez invité, c'était sur Place d'Armes. Alors déjà, qui êtes-vous? Quel âge avez-vous? Voilà. Alors, Patrice Magneron, j'ai 53 ans, marié, 4 enfants. Je suis expert comptable de profession, sur Paris même, et j'ai été responsable régional Place d'Armes Île-de-France. Et c'est effectivement à cette occasion-là qu'on s'était rencontrés, puisque vous aviez fait l'amitié de participer à notre premier colloque, c'était le 16 décembre dernier. Absolument. Alors, Place d'Armes, rappelez à nos auditeurs un petit peu ce que c'est que Place d'Armes. Alors, Place d'Armes est née de la tribune des généraux, cette tribune qui, il y a maintenant 3 ans, avait un petit peu défrayé la chronique. Elle était parue dans Valeurs Actuelles et elle avait eu un franc succès très rapide, puisqu'il y avait eu plusieurs centaines de milliers de signatures. À l'issue de ce succès, donc une association est née, donc c'était Place d'Armes, qui couvre l'ensemble du territoire. Et cette association visait à justement renforcer le lien armée-nation. Alors le contenu de cette lettre, c'était pas directement de renforcer ce lien armée-nation. L'idée, c'était de s'adresser au pouvoir public et leur dire attention, si vous continuez dans cette voie-là, ne soyez pas surpris si demain l'armée prend ses responsabilités. Alors ça n'avait pas été très bien apprécié et par les autorités parce qu'elles se sentaient agressées. On se souvient de la phrase de Pannier-Runacher qui avait traité ces généraux de retraités en charentaise, une phrase très agréable. Et puis ça avait été aussi peut-être une forme de malentendu avec le public qui s'imaginait tiens, il va se passer des choses, ça va changer. Bon, et puis en fin de compte, voilà, on en est resté à organiser donc des conférences, des colloques, informer le public le plus possible sur justement les différentes alternatives qui aujourd'hui se présentent à la population et notamment. Oui, alors cette lettre avait quand même effectivement défrayé la chronique. Parce qu'on avait l'impression que pour une fois, ce qu'on appelle la grande muette, c'est-à-dire que l'armée, d'un seul coup, avait retrouvé la parole. Mais en fait, quand on relit cette lettre, elle était elle était quand même pas, c'était pas un acte d'insubordination, c'était pas une sédition qui se profilait. Ça reste encore très respectueux vis-à-vis du président de la République, etc. Donc c'était simplement une espèce de signal d'alarme qui avait été lancé. Ça s'inscrivait un petit peu dans la foulée de l'incident qu'il y avait eu avec monsieur le général de Villiers lorsque Macron était arrivé à l'Élysée, il avait décidé de diminuer encore le budget de la défense, et donc il était entré en choc frontal avec le chef d'état-major des armées, donc qu'il avait fait démissionner, quoi. C'est ça. Alors justement à ce sujet, il y a certainement aussi une forme et ça explique une partie du succès de cette lettre, mais il y a une forme de fantasme dans l'esprit du public autour de l'armée. C'est vrai que l'armée constitue certainement un des derniers piliers solides de notre pays, mais cette armée, elle est affaiblie aujourd'hui. On l'a vu à la lumière du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Beaucoup se sont interrogés sur de savoir si en fait cette armée était capable de tenir un conflit dit de haute intensité. On sait très bien qu'aujourd'hui ça n'est plus le cas. Juste un chiffre comme ça. En 1914, alors d'accord, c'était les prémices de la Première Guerre mondiale, mais enfin bon, en France, nous avions 1000 bataillons, c'est-à-dire à peu près 1 million de personnes. 1000 bataillons en 1914. Voilà, aujourd'hui, on en a une vingtaine. Ah oui. Voilà. Oui. Et en donc personnel, 2%. Voilà, et en personnel militaire opérationnel, c'est-à-dire vraiment des soldats qui vont sur le terrain avec le fusil et puis tirer en première ligne, on va dire. On a quoi? On a 20 000 personnes. On a combien? 20 000. Donc effectivement, au gré des différentes lois de programmation militaire qui est toujours plus basse, cette armée qui est très très adaptée pour réaliser ce qu'on appelle des opérations extérieures, des OPEX, comme en Afrique notamment. Il faut quand même reconnaître que des différentes opérations, Serval ou d'autres, fonctionnent. On a ce savoir-faire-là, mais tenir un conflit de haute intensité aujourd'hui, c'est juste impossible. Donc,
effectivement, il y avait eu cette oukase là entre le général de Villiers et puis Emmanuel Macron. Ensuite, il y a eu cette lettre. Oui, l'armée pourrait faire beaucoup de choses, mais on n'a pas affaire à des putschistes. Et encore une fois, il faut tenir compte de la dimension actuelle et de sa santé là. Cette armée qui n'est pas celle auquel on pourrait s'attendre. Donc vous avez signé cette lettre, vous vous êtes engagé. Exactement. Avant, vous étiez un expert comptable, j'allais dire, de la société civile, comme on dit. Exactement. Et puis, vous êtes officier de réserve, non? Alors, je l'ai été, puis je le suis plus. Oui. Oui, alors c'est assez amusant parce que même dans la société civile, quand même, il y a différentes formes d'engagement. Moi, si je prends le cas de mon métier, l'expertise comptable, c'est un vrai engagement vis-à-vis de mes clients. Alors, je fais pas de publicité, mais on travaille, j'allais dire, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on reçoit les clients, on s'intéresse à leurs problèmes, on n'a pas de notion de rentabilité par rapport à leurs dossiers, donc on essaye vraiment de s'approprier, leurs problèmes et de trouver des solutions. Cet aspect-là du métier est vraiment très intéressant. Donc c'est une forme d'engagement vis-à-vis d'eux et puis aussi vis-à-vis de l'État, parce que les premiers collecteurs d'impôts, c'est comme nous. Hein. C'est sûr. Voilà, donc oui, cet engagement, moi, ça s'est fait tout naturellement parce que je trouvais que la lettre, elle était très pertinente. Et il fallait effectivement qu'il y ait le changement. Alors je m'attendais pas à un putsch, mais je m'attendais à une organisation qui puisse peser dans les débats et notamment les débats politiques. Bon, ça n'a pas été le cas pour X raisons, mais je pense que cette notion d'engagement, elle est très forte et je suis certain que la plupart des gens qui ont signé cette lettre sont prêts aujourd'hui à s'engager, à aller plus loin. Alors c'est comme ça que vous êtes devenu assez rapidement à la tête de Place d'Armes Île-de-France, où c'était une organisation régionale, si l'on peut dire. Tout à fait. Et donc vous avez été bombardé, si j'ose dire. Pour reprendre un terme militaire. Pour reprendre un terme militaire, à la tête de Place d'Armes Île-de-France. Exactement. Oui, j'ai fait ça pendant 2 ans, et puis j'ai passé la main, c'était en décembre dernier, à mon collègue et ami, qui lui s'occupe plus des actions terrain. On organise des ateliers de formation, c'est un prétexte en fait pour renouer et recréer cette cohésion qui a disparu au moment du Covid en fait. Et ce sont des formations qui connaissent un certain succès parce que justement les gens avaient perdu l'habitude de se retrouver. Et donc rien que pour ça, il y a un enthousiasme. Alors ils apprennent 2-3 choses en topographie, en transmission, voilà. C'est un prétexte. Mais l'essentiel est là, c'est la cohésion et la solidarité. Donc en octobre dernier, moi j'avoue que je ne vous connaissais pas, et puis vous avez pris contact avec l'UPR, vous avez sollicité, vous avez voulu me voir, on s'est vu, et c'est là que vous m'avez, notamment d'abord vous m'avez parlé de ce que devenait Place d'Armes, donc qui est une association qui continue d'exister, même si elle n'est quand même pas toujours très active. La partie la plus active étant l'Île-de-France, d'ailleurs, où vous étiez, je crois, je vous flatte, mais c'est la vérité, avec un site internet, avec une petite chaîne de télé, et c'est là que vous m'avez proposé de venir à votre colloque du 16 décembre dernier. Voilà. Et pourquoi vous êtes venu me voir, en fait? Pourquoi UPR? Parce que pour moi aujourd'hui, alors ça n'engage bien évidemment que moi, je mets pas bien évidemment l'association qui a pas pour vocation, mais disons qui souhaite rester apartisane. Mais pour moi, aujourd'hui, vous incarnez la seule opposition à ce qui à toute l'information qui nous est dispensée par les médias mainstream et puis même par d'autres partis. Au moins vous affichez la couleur, vous êtes cohérent, constant dans vos propos, et rien que pour ces raisons-là, ça m'intéressait de vous rencontrer et d'en savoir davantage, au travers notamment, pourquoi pas, d'un colloque. Donc c'était vraiment l'idée. En plus, souvenez-vous, l'idée du colloque, de ce colloque, c'était quand même de traiter différentes thématiques, donc l'économie, l'immigration, la diplomatie, et d'essayer d'apporter des solutions. D'ailleurs, quand on s'était rencontrés, vous m'aviez dit je ne parlerai pas que du Frexit, et effectivement, lors de votre discours qui venait clôturer notre colloque, vous avez abordé différentes solutions au problème qui est posé aujourd'hui au sein de cette Europe. Donc je trouvais la démarche intéressante, et je la trouve d'ailleurs toujours intéressante, la preuve, puisque je suis là aujourd'hui.
On avait fait un beau score d'ailleurs, Oui. le nombre de vues. Je crois qu'on a pulvérisé le plafond que vous avez. Oui, on était. Alors, avant vous, il y avait eu à peu près 100 000 vues. C'était avec Xavier Moreau, et puis là, vous êtes, on doit être à 250 000, chose comme ça. Oui, donc ça s'est bien passé. Oui, c'était très bien. Ils ont été très contents. Alors donc, on est resté en contact depuis lors. Vous m'avez invité pour un prochain colloque, je crois. Exactement. Qui se Ce tiendra sera pour le 1er juin prochain. juste avant les scrutins. Voilà, qui va s'intituler l'heure d'un caméléon ou comment Macron masque ses échecs. C'est un petit peu long comme titre, mais ça se veut punchy. Hein. Il faut que ce soit. Ah oui, Voilà. ah oui. Vous savez comment on vient à bout d'un caméléon? Non. On le met sur un tissu écossais. Oui. Parce que là, il a une crise cardiaque, parce qu'il faut qu'il y fasse toutes les couleurs à sa fois. C'est pas simple. Alors maintenant, vous avez pris un petit peu de champ par rapport à l'Île-de-France. Voilà, exactement. Ah oui. Donc je ne suis plus responsable régional puisque c'est Jean-Claude Barthélémy qui a repris la place. Et justement parce que ça correspondait mieux à nos aspirations, on a monté une association qui s'appelle Initiative pour la défense de la nation française. IDF, donc ça comme Voilà, Île-de-France en voilà, fait. ça revient à IDF. Initiative pour la défense De la nation française. De la nation Donc, française. Justement, on a rusé pour pas que ça fasse trop parisien, mais l'idée c'est d'aborder vraiment toutes les thématiques possibles et qui nous intéressent en matière de souveraineté, avec toujours en filigrane ou plutôt en ligne de mire cette sortie de l'Europe. Que nous espérons, mais Donc vous partagez tous les analyses de l'UPR en fait. Oui. Voilà. C'est par votre intermédiaire aussi que j'ai fait la rencontre du général Henri Roure, que j'ai reçu ici, qui, comme je l'ai déjà annoncé, sera notre 3e de liste. Donc je vous ai proposé d'être également sur la liste. Vous n'êtes pas à l'UPR? non. Voilà, ça ne saurait tarder peut-être. Un jour viendra Oui, bien peut-être. sûr, hein. Oui, Enfin, de toute façon, nous c'est une liste d'ouverture. On ne demande pas à toutes les personnes. Sur les 80 candidats que nous allons présenter, dont on diffusera la liste d'ailleurs dans quelques jours, puisque ça doit être déposé le 6 mai, en fait, on a au moins une dizaine, même plus, je crois, douzaine de personnes qui ne sont pas à l'UPR, peut-être même une quinzaine. Donc c'est une liste d'ouverture. Il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord sur des tas de choses. Même au sein de l'UPR, d'ailleurs, tous les sujets sociétaux, on a chez nous des gens qui ont des visions qui ne sont pas forcément identiques, mais au moins on est tous d'accord sur d'abord la gravité de la situation et sur l'idée de la nécessité de s'engager. Donc, pourquoi vous vous engagez, vous, et pas d'autres? Je pense que l'engagement, ça correspond à un moment dans sa vie où bon, je suis pas particulièrement âgé, hein. J'aurai 54 ans à la fin de l'année. Je suis encore en activité. Mais ce qui m'a amené vraiment à m'engager, c'est l'avenir de mes enfants. Jusqu'à présent, et ça a été mon cas. Enfin, je pense que mon père a réfléchi de cette façon-là pour moi. Il s'est dit bon, il aura un avenir aussi bon, voire meilleur que le mien. Aujourd'hui, j'en suis pas du tout convaincu pour mes enfants. Alors moi, il se trouve que j'en ai fait 4. Bon, j'aimerais bien quand même que ça se passe bien pour eux. Il faut pas avoir peur de l'avenir. C'est pas ça la question. Il faut pas avoir peur des nouvelles technologies. Il faut pas avoir peur des bouleversements sociétaux. Mais il faut savoir les comprendre, les analyser, les mesurer, et savoir dire non quand il faut dire non. Aujourd'hui, les orientations politiques qui sont prises par la France, moi, ne me conviennent pas. Parce que elles ne correspondent pas tout simplement à ce que j'ai appris à l'école, alors l'histoire, bien sûr, une certaine idée de la France, mais aussi une certaine idée de sa propre souveraineté. Parce qu'avant de parler de la souveraineté du pays, il faut déjà savoir si nous-mêmes, on est, entre guillemets, libres. Alors je dis bien entre guillemets, hein, parce qu'on pourrait mettre plein de choses derrière cette notion de liberté, mais on voit bien que depuis le Covid, ces notions de liberté ont volé en éclats, en fait. On nous a contraints. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, ça leur a pas posé de problème. Est-ce que tout compte fait, notre perte de souveraineté au niveau de l'État, elle n'a pas commencé là? Ou en tout cas, ça a été un exemple, puisque les gens se sont laissés faire, se sont laissés moutoniser. Donc, je leur laisse leur analyse propre à mes enfants, hein, mais on en discute. Ils ont quel âge? Oh, bah, 20 ans, la vingtaine, 26, 20, 24, 20, et puis un plus jeune, 9 ans.
D'accord. Oui, donc ils sont en âge de parler de politique, de discuter avec vous. Oui. Voilà, et je veux pas pour autant les influencer, mais je veux leur faire comprendre que les médias souvent manipulent parce que tout simplement il y a un objectif derrière la diffusion d'une information. Il faut qu'ils arrivent à décrypter. Après, ils en font ce qu'ils veulent. Mais ça me paraît important aujourd'hui d'avoir d'autres discours que celui ambiant et de se poser les bonnes questions. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'il est normal que, très prochainement, il y a un projet qui va être, vous êtes au courant, le projet de traité à l'OMS, oui. Où vraisemblablement les États vont perdre leur souveraineté au niveau sanitaire. Bon, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait pas qu'on la conserve? Justement, avec ce qui s'est passé dernièrement, il y a des interrogations derrière ça, mais après il y a la souveraineté, militaire, la souveraineté économique. Alors à propos de ce traité de l'OMS, moi je fais des réunions dans toute la France, ou d'ailleurs qui sont des réunions je fais des salles pleines, ce qui me rassure, parce que quand je vois que dans les sondages on est à 0, et paraît-il on va bientôt nous donner des sondages où on sera à -2 ou -3, moi je vois qu'on a des salles pleines. D'ailleurs avec des instituts qui ont été, soit dit en passant, épinglés au cours des dernières années par la commission des sondages pour avoir publié des faux. Enfin, c'est incroyable que des organismes comme l'IFOP ou comme YouGov ont été épinglés au cours des dernières semaines ou des dernières années par la commission des sondages pour avoir fait des faux. Et pourtant, ils continuent à plastronner. Enfin, c'est incroyable. Bon. Alors, je dis ça parce qu'effectivement, dans mes réunions publiques, souvent on m'a interrogé sur ce traité OMS, dont j'en profite ici, mais j'aurai l'occasion de le redire, que nous, notre position, c'est que si on était aux affaires, on retirerait la France de l'Organisation mondiale de la santé tant qu'il y a autour de table des puissances privées comme le fonds Bill et Melinda Gates, par exemple. Ça n'est pas normal, puisque d'ailleurs on demanderait la transformation de l'OMS en une organisation internationale de la santé et non pas mondiale. Les adjectifs sont extrêmement importants dans toutes les organisations internationales. Et donc l'idée de ne plus avoir une organisation mondiale qui sous-entend un gouvernement mondial, le mondialisme, etc., pour avoir une organisation internationale, c'est-à-dire le concert des nations tel qu'on le connaît depuis les traités de Westphalie de 1648. Donc nous on a dit, voilà, si on était au pouvoir, on retire la France de ce truc, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait des Monsieur Bill Gates qui donne plus d'argent à l'OMS que les États-Unis d'Amérique. Voilà, ça va pas, et qui évidemment on est dans des conflits d'intérêts considérables. Ce que vous dites est quand même très intéressant, je trouve, sur l'idée qu'il y a une corrélation en fait entre ceux qui se rebellent politiquement, du moins qui veulent réfléchir par eux-mêmes et qui n'acceptent pas tout cuit le narratif, mais qui le font aussi bien en termes politiques que sur d'autres sujets, on le constate d'ailleurs, et finalement la soumission, et certains trouvent de la passivité ou l'apathie d'une masse importante de Français vis-à-vis des événements en cours, qui sont quand même très très graves. Hein. Est-ce que le président de la République qui laisse entendre maintenant que la force de frappe pourrait être... Oui, il y avait déjà eu un premier épisode, c'était en janvier, je crois, c'est ça, lorsqu'il était à l'université de Stockholm. Alors, à ce moment-là, en janvier, moi, j'avoue que ça m'avait pas plus choqué que ça. Il avait répondu à une question et il avait pas vraiment évoqué ce sujet-là. Là, il semble qu'il revienne à la charge. C'est assez troublant. Ça s'inscrit dans le projet que j'ai dénoncé de transformer l'Union européenne en un État. Oui. Parce que si l'Union européenne devient un État, la France devient un État fédéré, elle perd son siège à l'ONU, elle perd son siège au Conseil de sécurité, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas un siège pour la Californie, l'Alabama ou la Floride aux Nations Unies, il y a un seul siège pour les États-Unis. Et il n'y a pas le Nevada ou l'Arkansas ou le Tennessee n'ont pas des armes nucléaires. Ce sont les armes nucléaires des États-Unis d'Amérique. Donc il y a vraiment l'effacement de la France programmée, en fait. Oui. Et on a l'impression que la France donne tout en échange de rien, plus exactement de sa disparition, de son asservissement. Dans l'esprit de ces gens-là, de ces progressistes, puisque c'est comme ça qu'ils s'appellent, on a toujours l'impression que tout se fait, j'allais dire, sans contrepartie. Ils donnent, et ils dilapident. En fait, ils dilapident un héritage millénaire, ils dilapident une culture, une histoire. Alors, encore une fois, je ne suis pas contre les changements.
Je suis pas du tout dans l'esprit du c'était mieux avant. Il faut savoir évoluer. Mais là, on a quand même l'impression que ça se fait clairement au détriment des Français. Il y a quand même beaucoup de Français qui se posent la question de savoir que fait l'armée, en fait. C'était d'où le succès de la lettre dont on parlait tout à l'heure, la lettre des généraux. Mais là, en ce moment, là, qu'est-ce qu'on dit dans les cercles militaires lorsqu'on apprend que le président de la République est quasiment au bord de brader la force nucléaire, la force de frappe à l'ensemble de... Alors moi, pour les échos que j'ai eus, pour en avoir discuté avec des gradés, bon, je peux pas bien évidemment dire leur nom, mais ils sont pas du tout bien évidemment contents de cette situation. Mais au-delà de l'histoire de la force de frappe nucléaire, c'est déjà l'état de l'armée française dans son ensemble. Vous doutez bien que et ça a été dit à plusieurs reprises depuis des mois. Pour fabriquer un canon César, il faut tant de mois de fabrication. On a dépouillé nos régiments de canons César. Donc, on a beau avoir mis une loi de programmation militaire de 400 milliards qui seront échelonnés dans le temps, et il y a fort à parier que de toute façon ils reviennent dessus d'ici 1 an ou 2 ans, comme ils l'ont fait habituellement. Notre armée, elle est pas prête. Donc eux, ça ne leur plaît pas du tout. C'est quand même leur métier. C'est comme si, je sais pas, à moi, on me retirait mes logiciels parce que pour des raisons budgétaires ou pour de mauvaises raisons, je serais pas content parce que ça m'obligerait à retravailler à la main. Bon, là, eux, c'est un petit peu ça le problème. On leur a promis. Il faut quand même se souvenir que la fin de la conscription militaire, c'était adossé au passage à l'armée de métier. Oui. Donc l'armée de métier, on leur a dit, c'est aux gradés, on leur a dit, écoutez, vous allez plus servir de garde-chiourme, là, les appeler, ça suffit. On va vous donner du budget, et c'est du budget avec du matériel de qualité. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, effectivement, ils en ont eu. Enfin, ils n'ont pas non plus, eu tout ce qui était écrit sur le papier. Et puis là, en fin de compte, aujourd'hui, il y a clairement mal donne. Nos armes, c'est pas nous qui les fabriquons, les munitions viennent pas de chez nous, sans compter les dissensions en interne, les problèmes qu'il y a de communautarisme au sein de certains régiments. Enfin, il y a un vrai problème, il y a un malaise dans l'armée aujourd'hui quand même. C'est bien d'idéaliser cette institution parce que effectivement elle est belle, il faut la porter, mais il faut aussi résoudre pas mal de problèmes qui sont tout compte fait à l'image de ce qu'on vit dans la société civile. C'est à peu près la même chose. L'état de délitement de la société civile, on le retrouve sous d'autres aspects dans l'armée. Je vous ai proposé d'être sur la liste, donc vous m'avez dit oui. Ça ne vous dérange pas, au contraire. Pas du tout. Voilà. Donc vous allez porter haut et fort notre drapeau. Vous serez dans le premier quart, peut-être pas en position éligible, enfin ça dépend d'ailleurs aussi combien on va avoir de voix. Voilà, si on a moins de 5, on n'aura personne. Voilà, si on a plus que 5, en gros, on a 5 députés à 5%, 6 députés à 6%, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc voilà, il faut que les gens se mobilisent pour ça. Vous avez un mot de conclusion à nous dire ? Encore une fois, bravo pour tout ce que vous faites depuis des années, encore une fois la constance, la consistance et la cohérence de tous vos propos. Et puis si on peut, moi comme d'autres, soit vous rejoindre, soit vous supporter pour le 9 juin avec un engagement fort, allons-y. Merci, et puis vive la République et vive la France. Exactement. Et à bas l'Union européenne. Merci beaucoup. Merci.